Je suivais un jour la Liteini dans la direction de la perspective Nevsky et en dépit de tous mes efforts, j'étais incapable de maintenir mon attention sur le rappel de moi-même. Le bruit, le mouvement, tout me distrayait. À chaque instant, je perdais le fil de mon attention, le retrouvais et le reperdais. Pour finir, j'éprouvais envers moi une sorte d'irritation ridicule, et je tournais dans une rue à gauche, fermement décidé cette fois à me rappeler moi-même, au moins pour quelque temps, en tout cas jusqu'à ce que j'aie atteint la rue suivante. J'atteignis la Nadejdinskaya sans perdre le fil de mon attention, sauf peut-être pour de courts instants. Alors, me rendant compte qu'il m'était plus facile dans les rues tranquilles de ne pas perdre la ligne de ma pensée, et désirant m'éprouver dans les rues plus bruyantes, je décidai de regagner la Nevsky, en continuant à me rappeler moi-même. Je l'atteignis sans avoir cessé de me rappeler moi-même, et je commençais déjà à éprouver l'étrange état émotionnel de paix intérieure et de confiance qui suit de grands efforts de cet ordre. Juste au coin de la Nevsky, il y avait le magasin qui me fournissait mes cigarettes. Continuant à me rappeler moi-même, je me dis que j'allais entrer et en commander quelques boîtes. 2 heures plus tard, je me réveillais dans la Tavrichevskaya, c'est-à-dire fort loin. J'allais en traîneau chez l'imprimeur. La sensation du réveil était extraordinairement vive. Je peux presque dire que je revenais à moi. Je me souviens aussitôt de tout. Comment j'avais parcouru la Nadejdinskaya, comment je m'étais rappelé moi-même, comment j'avais pensé aux cigarettes, et de quelle façon, à cette pensée, j'étais tombé comme anéanti dans un profond sommeil. Néanmoins, tandis que j'étais ainsi englouti dans le sommeil, j'avais continué à exécuter des actions cohérentes et opportunes. J'avais quitté le magasin de cigarettes, téléphoné à mon appartement de la Liteini, puis à l'imprimeur. J'avais écrit 2 lettres. Ensuite, j'étais encore retourné à la maison. J'avais remonté la Nevsky par le trottoir de gauche jusqu'à la porte Gostini avec l'intention de gagner l'Officerskaya. Changeant alors d'avis parce qu'il se faisait tard, j'avais pris un traîneau pour aller chez mon imprimeur dans la Kavalergadskaya. Et, chemin faisant, le long de la Tavrichevskaya, je commençais à sentir un étrange malaise, comme si j'avais oublié quelque chose, et soudain je me rappelais que j'avais oublié de me rappeler moi-même. Je parlais de mes observations et réflexions aux camarades de notre groupe, aussi bien qu'à mes amis écrivains et autres. Je leur disais que c'était le centre de gravité de tout l'enseignement et de tout le travail sur soi, que maintenant le travail sur soi n'était plus un mot mais un fait réel, plein de signification, grâce auquel la psychologie devenait une science exacte et en même temps pratique. Je disais qu'un fait d'une importance prodigieuse avait échappé à la psychologie occidentale, à savoir que nous ne nous rappelons pas nous-mêmes, que nous vivons, agissons et raisonnons dans un profond sommeil, dans un sommeil qui n'a rien de métaphorique, mais qui est absolument réel, et cependant que nous pouvons nous rappeler nous-mêmes si nous faisons des efforts suffisants, que nous pouvons nous éveiller. J'étais frappé par la différence de compréhension dans nos groupes et chez les gens du dehors. Les nôtres comprenaient aussitôt, en général, que nous touchions là à un miracle, à quelque chose de nouveau, qui n'avait encore jamais existé nulle part. Les autres ne le comprenaient pas. Ils prenaient tout trop légèrement et même entreprenaient parfois de me prouver que de telles théories existaient depuis longtemps. Wolinski, que j'avais souvent rencontré, avec qui j'avais eu de nombreux entretiens depuis 1909 et dont j'appréciais beaucoup les opinions, ne trouva rien dans l'idée de rappel de soi qu'il n'ait connue auparavant. C'est une aperception, me dit-il. Avez-vous lu la logique de Wundt? Vous y trouverez sa dernière définition de l'aperception. C'est exactement ce dont vous me parlez. La simple observation est une perception. L'observation avec rappel de soi, comme vous l'appelez, est une aperception. Wundt ne l'ignorait pas, bien entendu. Je ne voulais pas discuter avec Wolinski. J'avais lu Wundt, et naturellement ce que Wundt avait écrit n'avait rien à faire avec ce que j'avais dit à Wolinski. Wundt s'était approché de cette idée, mais d'autres s'en étaient approchés tout autant et s'en étaient écartés par la suite. Il n'avait pas vu la grandeur de l'idée qui était cachée derrière ce qu'il pensait lui-même des différentes formes de perception. Et n'ayant pas vu la grandeur de l'idée, il ne pouvait naturellement pas voir la position centrale que devait occuper dans notre pensée l'idée de l'absence de conscience et celle de la possibilité d'une création volontaire de la conscience.
Seulement, il me semblait étrange que Wolinski ne pût pas le voir, même lorsque je le lui indiquais. Je me convainquis par la suite que, chez beaucoup de personnes, fort intelligentes par ailleurs, un voile impénétrable dérobait cette idée à leurs yeux, et plus tard, je vis pourquoi il en était ainsi. Lorsque Gurdjieff revint de Moscou la fois suivante, il nous trouva plongés dans des expériences de rappel de soi et dans des discussions sur ces expériences. Mais à notre première réunion, il parla d'autre chose. Selon la vraie connaissance, l'étude de l'homme doit se poursuivre parallèlement à l'étude du monde et l'étude du monde parallèlement à l'étude de l'homme. Les lois sont partout les mêmes, dans le monde aussi bien que dans l'homme. Une fois saisis les principes de n'importe quelle loi, nous devons rechercher sa manifestation simultanément dans le monde et dans l'homme. De plus, certaines lois sont plus faciles à observer dans le monde, d'autres plus faciles à observer dans l'homme. C'est pourquoi il est préférable en certains cas de commencer par le monde et de passer ensuite à l'homme, et en d'autres cas de commencer par l'homme et de passer ensuite au monde. Cette étude parallèle de l'homme et du monde montre à l'étudiant l'unité fondamentale de tout ce qui existe et l'aide à découvrir les analogies entre tous les phénomènes de différents ordres. Le nombre des lois fondamentales qui, dans le monde et dans l'homme, régissent tous les processus est très restreint. Différentes combinaisons numériques d'un petit nombre de forces élémentaires créent toute l'apparente variété des phénomènes. Pour comprendre la mécanique de l'univers, il faut résoudre en ces forces élémentaires les phénomènes complexes. La première loi fondamentale de l'univers est la loi des trois forces, des trois principes, ou bien, comme on la nomme souvent, la loi de trois. Selon cette loi, dans tous les mondes, sans exception, toute action, tout phénomène résulte d'une action simultanée de trois forces, positive, négative et neutralisante. Nous en avons déjà parlé et nous reviendrons sur cette loi chaque fois que nous aborderons une nouvelle ligne d'étude. La seconde loi fondamentale de l'univers est la loi de 7, ou loi d'octave. Pour comprendre la signification de cette loi, il faut se représenter que l'univers consiste en vibrations. Ces vibrations s'effectuent dans toutes les sortes de matières, quel que soit leur aspect et leur densité, depuis la plus subtile jusqu'à la plus grossière. Elles proviennent de sources variées et vont dans toutes les directions, s'entrecroisant, se heurtant, se fortifiant, s'affaiblissant, s'arrêtant l'une l'autre, et ainsi de suite. Selon les conceptions habituelles de l'Occident, les vibrations sont continues. Cela signifie que les vibrations sont généralement considérées comme s'effectuant de manière ininterrompue, montant ou descendant aussi longtemps que dure leur force d'impulsion originelle et qu'elles triomphent de la résistance du milieu dans lequel elles se développent. Lorsque la force d'impulsion est épuisée et que la résistance du milieu l'emporte, les vibrations naturellement retombent et s'arrêtent. Mais jusque-là, c'est-à-dire jusqu'au commencement de leur déclin naturel, les vibrations se développent uniformément et graduellement, et en l'absence de toute résistance, elles peuvent même se prolonger sans fin. Ainsi, l'une des propositions fondamentales de la physique contemporaine est la continuité des vibrations. Bien que cette proposition n'ait encore jamais été formulée de façon précise en l'absence de toute objection. Certaines des théories les plus récentes commencent, il est vrai, à la discuter. Néanmoins, la physique contemporaine est encore très loin d'une notion correcte de la nature des vibrations ou de ce qui correspond à notre conception des vibrations dans le monde réel. À cet égard, la façon de voir de l'ancienne connaissance s'oppose à celle de la science contemporaine, parce qu'elle met à la base de sa compréhension des vibrations le principe de discontinuité. Le principe de la discontinuité des vibrations signifie que le caractère nécessaire et bien défini de toutes les vibrations dans la nature, qu'elles soient ascendantes ou descendantes, est de se développer de manière non uniforme, mais avec des périodes d'accélération et de ralentissement. Ce principe peut être formulé avec une précision plus grande encore, en disant que la force d'impulsion originelle des vibrations n'agit pas de manière uniforme, mais en quelque sorte se renforce ou s'affaiblit alternativement. La force d'impulsion agit sans changer de nature et les vibrations se développent selon un mode régulier, pendant un certain temps seulement, qui est déterminé par la nature de l'impulsion, par le milieu, par les conditions environnantes et ainsi de suite. Mais à un certain moment intervient une sorte de modification. Les vibrations cessent pour ainsi dire de lui obéir et pendant une brève période elles se ralentissent, changeant jusqu'à un certain point de nature ou de direction. Ainsi, à partir d'un certain moment,
les progressions ascendantes ou descendantes des vibrations se font plus lentes. Après ce ralentissement temporaire dans la montée ou la descente, les vibrations reprennent leur cours antérieur et montent ou descendent de nouveau régulièrement, jusqu'à ce qu'un nouvel arrêt se produise dans leur développement. Sous ce rapport, il est important de remarquer que les périodes d'action uniforme de l'inertie acquise ne sont pas égales et que les périodes de ralentissement des vibrations ne sont pas symétriques. L'une est plus courte, l'autre plus longue. Pour déterminer ces périodes de ralentissement, ou mieux, les arrêts dans la montée ou la descente des vibrations, on divise les lignes de développement des vibrations en sections correspondant au double ou à la moitié du nombre de vibrations dans un laps de temps donné. Imaginons une ligne de vibration croissante. Considérons-les au moment où leur fréquence est de 1000. Au bout d'un certain temps, le nombre de vibrations est doublé. Il atteint 2000. Il a été établi que dans cet intervalle, entre le nombre donné de vibrations et un nombre 2 fois plus grand, il y a 2 endroits où se produit un ralentissement dans la progression des vibrations. L'un est à une petite distance du point de départ, l'autre presque à la fin. Les lois qui déterminent le ralentissement des vibrations ou leur déviation de la direction première étaient bien connues de la science ancienne. Ces lois étaient dûment incorporées dans une formule ou un diagramme qui s'est conservé jusqu'à nos jours. En cette formule, la période à l'issue de laquelle les vibrations sont doublées était divisée en 8 échelons inégaux correspondant au taux de progression des vibrations. Le 8e échelon est la répétition du premier avec un nombre double de vibrations. Cette période, c'est-à-dire la ligne de développement de vibrations, mesurée à partir d'un nombre donné de vibrations jusqu'au moment où ce nombre est doublé, est appelée octave ou huitaine. Le principe de division en 8 intervalles inégaux du processus à l'issue duquel les vibrations sont doublées est fondé sur l'étude de la progression non uniforme des vibrations dans l'octave entière, et les divers échelons de l'octave montrent l'accélération et le ralentissement de son développement à différents moments. Sous le voile de cette formule, l'idée d'octave a été transmise de maître à élève, d'une école à une autre. En des temps très anciens, une de ces écoles découvrit la possibilité d'appliquer cette formule à la musique. C'est ainsi que fut obtenue la gamme musicale de 7 tons, qui fut connue dans l'Antiquité la plus éloignée, puis oubliée et retrouvée ou découverte à nouveau. La gamme de 7 tons est une formule de loi cosmique qui fut élaborée par d'anciennes écoles et appliquée à la musique. Cependant, si nous étudions les manifestations de la loi d'octave dans les vibrations d'autres sortes, nous verrons que les lois sont partout les mêmes. La lumière, la chaleur, les vibrations chimiques, magnétiques et autres sont soumises aux mêmes lois que les vibrations sonores. Par exemple, la gamme lumineuse connue de la physique. En chimie, le système périodique des éléments, qui est sans aucun doute étroitement lié au principe d'octave, bien que cette correspondance n'ait pas encore été pleinement élucidée par la science. Une étude de la structure de la gamme musicale offre une base excellente pour la compréhension de la loi cosmique d'octave. Prenons encore une fois l'octave ascendante, c'est-à-dire l'octave où s'accroît la fréquence des vibrations. Supposons que cette octave commence avec 1000 vibrations par seconde. Désignons ces 1000 vibrations par la note Do. Do. Les vibrations s'accroissent, leur fréquence augmente. Le point où la fréquence atteint 2000 vibrations à la seconde sera le second Do, c'est-à-dire le Do de l'octave suivante. Do. La période entre un Do et le Do suivant, Do, Do, soit une octave, est divisée en 7 parties inégales, parce que la fréquence des vibrations n'augmente pas uniformément. Le rapport d'élévation des différentes notes ou de leur fréquence de vibration s'établira comme suit. Si nous attribuons à Do une valeur 1, Ré en sera les 9 huitièmes, Mi les 5 quarts, Fa les 4 tiers, Sol les 3 demi, La les 5 tiers, Si les 15 huitièmes, et Do aura une valeur 2. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 1, 9 huitièmes, 5 quarts, 4 tiers, 3 demi, 5 tiers, 15 huitièmes, 2. La différence dans l'accélération des vibrations ou progression ascendante des notes ou différence de ton sera la suivante. De Do à Ré, 9 huitièmes de 1 égale 9 huitièmes. De Ré à Mi, 5 quarts de 9 huitièmes égale 10 neuvièmes. De Mi à Fa, 4 tiers de 5 quarts égale 16 quinzièmes. La progression est ralentie. De Fa à Sol, 3 demi de 4 tiers égale 9 huitièmes. De Sol à La, 5 tiers de 3 demi égale 10 neuvièmes.
De La à Si, 15 huitièmes de 5 tiers égale 9 huitièmes. De Si à Do, 2. De 15 huitièmes égale 16 quinzièmes. La progression est de nouveau ralentie. Les différences entre les notes, ou les différences de hauteur des notes, sont appelées des intervalles. Nous voyons qu'il y a 3 sortes d'intervalles dans l'octave. 9 huitièmes, 19e et 16 quinzièmes, ce qui en nombre entier donne 405, 400 et 384. Le plus petit intervalle, 16 quinzièmes, se trouve entre Mi et Fa et entre Si et Do. Ce sont précisément les 2 endroits de ralentissement dans l'octave. Dans la gamme musicale de 7 tons, on considère théoriquement qu'il y a 2 demi-tons entre 2 notes successives, sauf pour les intervalles Mi-Fa et Si-Do qui ont un seul demi-ton, et dans lesquels le second demi-ton est regardé comme manquant. De cette manière, on obtient 20 notes, dont 8 fondamentales, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et 12 intervalles intermédiaires. 2 entre chacun des couples de notes suivants, Do, Ré, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, et 1 entre les 2 couples de notes suivants, Mi et Fa, Si et Do. Mais dans la pratique de la musique, au lieu de 12 notes intermédiaires, seuls 5 sont retenus, c'est-à-dire un demi-ton entre Do et Ré, Ré et Mi, Fa et Sol, Sol et La et Si. Entre Mi et Fa et entre Si et Do, le demi-ton manque. De cette manière, la structure de la gamme musicale donne un schéma de la loi cosmique des intervalles ou des demi-tons manquants. Disons d'ailleurs que quand on parle des octaves dans un sens cosmique ou mécanique, seuls les intervalles Mi et Fa et Si et Do sont appelés intervalles. Si nous en comprenons tout le sens, la loi d'octave nous donne une nouvelle explication de la vie entière, du progrès et du développement des phénomènes sur tous les plans de l'univers dans le champ de notre observation. Cette loi explique pourquoi il n'y a pas de ligne droite dans la nature, et aussi pourquoi nous ne pouvons ni penser ni faire, pourquoi tout en nous se pense, pourquoi tout en nous arrive, et arrive en général d'une manière contraire à celle que nous désirons ou attendons. Tout cela est manifestement l'effet immédiat des intervalles ou du ralentissement dans le développement des vibrations. Qu'arrive-t-il précisément lors du ralentissement des vibrations ? Une déviation a lieu. La direction originelle n'est plus suivie. L'octave commence dans la direction indiquée par la flèche. Mais une déviation a lieu entre le Mi et le Fa. La ligne commencée au Do change de direction. Et entre Fa, Sol, La et Si, elle descend en faisant un certain angle avec sa direction primitive, indiquée par les 3 premières notes. Entre Si et Do se trouve le second intervalle, une nouvelle déviation, un autre changement de direction. À chaque octave, la déviation est plus accentuée, de sorte que la ligne des octaves arrive à former un demi-cercle et va dans une direction opposée à la direction originelle. Dans son développement ultérieur, la ligne des octaves ou la ligne de développement des vibrations peut revenir à sa direction première, en d'autres termes, former un cercle complet. Cette loi démontre pourquoi rien ne va jamais en ligne droite dans nos activités. Pourquoi, ayant commencé à faire une chose, nous en faisons ensuite une autre entièrement différente, qui est souvent tout le contraire de la première, bien que nous ne la remarquions pas et continuions de penser que nous suivons toujours la première ligne. Tous ces faits et beaucoup d'autres encore ne peuvent s'expliquer que par la loi d'octave, et notamment par une compréhension claire du rôle et de la signification des intervalles qui obligent constamment la ligne de développement des forces à modifier sa direction, à la briser, à la courber, la muer en son propre contraire, et ainsi de suite. Les choses se déroulent toujours ainsi, et nous pouvons constater partout de tels changements de direction. Après une certaine période d'activité énergique, d'émotion intense ou de compréhension juste, une réaction intervient. Le travail devient ennuyeux et lassant. Des moments de fatigue et d'indifférence percent dans le sentiment. Au lieu de penser droit, on cherche des compromis. On supprime ou écarte les problèmes difficiles. Mais la ligne continue à se développer, bien que ce ne soit plus dans la même direction qu'au commencement. Le travail devient mécanique. Le sentiment, de plus en plus faible, s'abaisse au niveau des événements de la vie ordinaire. La pensée devient dogmatique, littérale. Tout se déroule ainsi pendant un certain temps, puis il y a de nouveau une réaction, un arrêt, une déviation. Le développement de la force peut se poursuivre encore, mais le travail qui avait été commencé avec ardeur et dans l'enthousiasme est devenu une formalité obligatoire et inutile. De nombreux éléments étrangers sont entrés dans le sentiment. Considération, vexation, irritation, hostilité. La pensée tourne en cercle, répétant ce qu'elle savait déjà, et l'on s'égare de plus en plus.
Le même phénomène se répète dans toutes les sphères de l'activité humaine. Dans la littérature, la science, l'art, la philosophie, la religion, dans la vie individuelle et par-dessus tout dans la vie sociale et politique, nous pouvons observer comment la ligne de développement des forces dévie de sa direction originelle et au bout d'un certain temps va dans une direction diamétralement opposée, tout en gardant son premier nom. Une étude de l'histoire entreprise de ce point de vue fait ressortir les faits les plus étonnants, mais l'humanité mécanique ne désire pas les remarquer. Peut-être les exemples les plus frappants de tels changements de direction peuvent-ils être trouvés dans l'histoire des religions, particulièrement dans l'histoire de la religion chrétienne, si on l'étudie sans passion. Pensez combien de tours a dû faire la ligne de développement des forces pour aller des prédications d'amour de l'Évangile jusqu'à l'Inquisition, ou pour aller de l'ascétisme des premiers siècles où l'on étudiait le christianisme ésotérique à la scolastique qui calculait le nombre d'anges qui pourraient se tenir sur la pointe d'une aiguille. La loi d'Octave explique maints phénomènes de nos vies qui sans elle demeureraient incompréhensibles. Le premier est celui de la déviation des forces. Puis vient le fait que rien au monde ne reste à la même place ou ne demeure identique. Tout se meut, tout se déplace, change et inévitablement monte ou descend, se renforce ou s'affaiblit, se développe ou dégénère, c'est-à-dire se meut sur une ligne d'octave, soit ascendante, soit descendante. Et le troisième point est que dans le développement même des octaves ascendantes ou descendantes se produisent continuellement des fluctuations, des crues et des décrues. Jusqu'ici, nous avons surtout parlé de la discontinuité des vibrations et de la déviation des forces. Il nous faut maintenant saisir clairement deux autres principes, celui de l'inévitabilité soit de la montée, soit de la descente, en toute ligne de développement des forces, et celui des fluctuations périodiques, c'est-à-dire des crues et des décrues, sur toute ligne, soit ascendante, soit descendante. Rien ne peut se développer en restant au même niveau. La montée ou la descente est la condition cosmique inévitable de toute action. Nous ne comprenons et ne voyons jamais ce qui se passe autour de nous et en nous, soit parce que nous ne tenons pas compte de l'inévitabilité de la descente quand il n'y a pas de montée, soit parce que nous prenons la descente pour une montée. Ce sont là deux des causes fondamentales de nos illusions sur nous-mêmes. Nous ne voyons pas la première parce que nous pensons toujours que les choses peuvent rester longtemps sur le même niveau, et nous ignorons la seconde, faute de comprendre que les montées sont en fait impossibles là où nous les voyons, aussi impossibles que de développer la conscience par des moyens mécaniques. Ayant appris à distinguer les octaves ascendantes des descendantes dans la vie, nous devons apprendre à distinguer montée et descente dans les octaves elles-mêmes. Quel que soit le domaine de notre vie que nous considérions, nous pouvons voir que rien ne peut y demeurer égal et constant. Partout et en toute chose se poursuit l'oscillation du pendule, partout et en toute chose les vagues s'élèvent et retombent. Notre énergie dans l'une ou l'autre direction augmente soudain, puis faiblit tout aussi rapidement. Nos humeurs s'améliorent ou empirent, sans raison visible. Nos sentiments, nos désirs, nos intentions, nos décisions, tout passe de temps à autre par des périodes de montée ou de descente, de renforcement ou d'affaiblissement. Et il y a peut-être en l'homme une centaine de pendules en mouvement ici et là. Ces montées et ces descentes, ces fluctuations de nos humeurs, de nos pensées, de nos sentiments, de notre énergie, de nos déterminations correspondent soit aux périodes du développement des forces d'un intervalle à l'autre, soit aux intervalles eux-mêmes. Cette loi d'octave, dans ses trois manifestations principales, conditionne de nombreux phénomènes, soit de nature psychique, soit de nature organique, c'est-à-dire liée directement à notre vie. De la loi d'octave dépendent l'imperfection et l'étroitesse de notre savoir dans tous les domaines sans exception, parce que nous commençons dans une direction et qu'ensuite, sans le remarquer, nous allons toujours dans une autre. Comme je l'ai déjà dit, la loi d'octave dans toutes ses manifestations était connue de la science antique. Même notre division du temps, c'est-à-dire les jours de la semaine partagés en 6 jours de travail et un dimanche, est en rapport avec les propriétés et les conditions intérieures de notre activité qui dépendent de la loi générale. Le mythe biblique de la création du monde en 6 jours suivi d'un 7e pendant lequel Dieu se repose de son travail est également une expression de la loi d'octave ou un indice de cette loi, mais incomplet. Les observations basées sur une compréhension de la loi d'octave montrent que les vibrations peuvent se développer de différentes manières. Dans les octaves interrompues, elles surgissent et tombent, sont entraînées et englouties par des vibrations plus fortes, qui les coupent ou qui vont dans une direction contraire.
Dans les octaves qui dévient de la direction originelle, les vibrations changent de nature et donnent des résultats opposés à ceux auxquels on aurait pu s'attendre au commencement. Ce n'est que dans les octaves d'ordre cosmique, ascendantes ou descendantes, que les vibrations se développent d'une manière conséquente et ordonnée, gardant toujours la direction prise par elles au départ. Par ailleurs, l'observation montre qu'un développement d'octaves correct et régulier, bien que rare, est possible en toute occasion dans l'activité de la nature comme dans l'activité humaine. Le développement correct de ces octaves est basé sur ce qui paraît être un accident. Il arrive parfois que des octaves qui progressent parallèlement à une octave donnée, qui la coupent ou qui la rencontrent, remplissent d'une manière ou d'une autre ces intervalles et permettent aux vibrations de l'octave donnée d'évoluer librement et sans arrêt. L'observation de ce développement correct des octaves établit le fait que si, au moment nécessaire, c'est-à-dire au moment où l'octave donnée passe par un intervalle, un choc additionnel de force et de caractère correspondant lui est donné, elle se développera ensuite sans entrave, en suivant sa direction originelle, sans rien perdre de sa nature et sans rien y changer. En de tels cas, il y a une différence essentielle entre les octaves ascendantes et descendantes. Dans une octave ascendante, le premier intervalle se trouve entre mi et fa. Si une énergie additionnelle correspondante entre à cet endroit, l'octave se développera sans entrave jusqu'au si. Mais entre si et do, il faut un choc supplémentaire beaucoup plus fort qu'entre mi et fa pour qu'elle se développe correctement, parce qu'à cet endroit, les vibrations de l'octave sont à un diapason beaucoup plus élevé et que, pour éviter un arrêt dans le développement de l'octave, une intensité plus grande est nécessaire. Dans une octave descendante, par contre, le plus grand intervalle se rencontre au tout combrancement de l'octave, tout de suite après le premier do, et les éléments qui permettent de le combler se trouvent très souvent en do lui-même ou dans les vibrations latérales émises par do. Pour cette raison, une octave descendante se développe beaucoup plus facilement qu'une octave ascendante. Après avoir passé le si, elle parvient sans obstacle au fa. Ici, un choc supplémentaire est nécessaire, bien que considérablement moins fort que le premier choc entre do et si. Dans la grande octave cosmique qui s'étend jusqu'à nous sous la forme du rayon de création, nous pouvons voir le premier exemple complet de la loi d'octave. Le rayon de création part de l'absolu. L'absolu est le tout possédant la pleine unité, la pleine volonté et la pleine conscience, crée des mondes au-dedans de lui-même et commence ainsi l'octave cosmique descendante. L'absolu est le do de cette octave. Les mondes que l'absolu crée en lui-même sont si. L'intervalle entre do et si est rempli en ce cas par la volonté de l'absolu. Le processus de création se poursuit par la force de l'impulsion initiale et sous l'effet d'un choc additionnel. Si passe au la, qui est pour nous le monde des astres, la Voie lactée. La passe au sol, notre soleil, le système solaire. Sol passe au fa, le monde des planètes, le monde planétaire. Et ici, entre le monde planétaire pris comme un tout et notre Terre, se présente un intervalle. Cela signifie que les radiations planétaires qui portent diverses influences à la Terre ne peuvent pas l'atteindre ou, pour parler plus correctement, ne sont pas reçues. La Terre les réfléchit. Pour combler l'intervalle, à cet endroit du rayon de création, un dispositif spécial a été créé pour la réception et la transmission des influences venant des planètes. Ce dispositif est la vie organique sur la Terre. La vie organique transmet à la Terre toutes les influences qui lui sont destinées et rend possible le développement ultérieur et la croissance de la Terre. Le mi de l'octave cosmique, puis celui de la Lune, ou ré, après quoi vient un autre do, rien. Entre tout et rien passe le rayon de création. Vous connaissez la prière qui commence par ces mots. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel. Cette prière est un vestige de l'ancienne connaissance. Dieu saint signifie l'absolu, ou tout. Dieu fort signifie aussi l'absolu, ou rien. Dieu immortel signifie ce qui est entre eux, c'est-à-dire les 6 notes du rayon de création, avec la vie organique. Les 3 ensembles font un. C'est la Trinité coexistante et indivisible. Nous devons maintenant nous arrêter sur l'idée des chocs additionnels qui permettent aux lignes de force de parvenir au but projeté. Comme je l'ai déjà dit, les chocs peuvent avoir lieu accidentellement. Un accident est naturellement quelque chose de très incertain. Mais ces lignes de développement de force qui sont redressées par accident et que l'homme peut quelquefois voir ou supposer ou espérer, entretiennent en lui, plus que toute autre chose, l'illusion de lignes droites. En d'autres termes, nous croyons que les lignes droites sont la règle et que les lignes brisées et interrompues sont l'exception.
Cela suscite en nous l'illusion qu'il est possible de faire, qu'il est possible d'atteindre un but projeté. En réalité, un homme ne peut rien faire. Si par accident son activité donne un résultat quelconque, ne ressemblant qu'en apparence ou de non seulement au but initial, l'homme s'affirme à lui-même et il affirme aux autres qu'il a atteint le but qu'il s'était proposé. Il en vient à prétendre que chacun est capable de l'atteindre, et les autres le croient. En réalité, c'est une illusion. Un homme peut gagner à la roulette, mais ce sera un accident. Parvenir au but que l'on s'était donné dans la vie ou dans un domaine quelconque d'activité est un accident du même ordre. La seule différence est qu'à la roulette, l'homme sait du moins à chaque mise, sans se tromper, s'il a perdu ou gagné. Mais dans les activités de sa vie, surtout dans celles ayant une résonance sociale, lorsque plusieurs années ont passé entre le commencement d'une action et son résultat, un homme peut très facilement se tromper lui-même et prendre le résultat obtenu pour le résultat désiré, c'est-à-dire croire qu'il a gagné quand c'est dans l'ensemble, qu'il a perdu. La plus grande insulte pour un homme machine, c'est de lui dire qu'il ne peut rien faire, qu'il ne peut parvenir à rien, qu'il ne pourra jamais s'approcher d'aucun but, et qu'en s'efforçant vers un but, il en fait inévitablement apparaître un autre. Et de fait, cela ne peut pas être autrement. L'homme-machine est au pouvoir de l'accident, du hasard. Ses activités peuvent s'engager par hasard en un canal tracé par des forces cosmiques ou mécaniques, et elles peuvent y cheminer par hasard pendant quelque temps, donnant l'illusion qu'un certain but a été atteint. Une telle correspondance accidentelle des résultats et des buts que nous nous étions assignés, en d'autres termes, la réussite, en certaines petites choses qui ne peuvent être d'aucune conséquence, produit chez l'homme mécanique la conviction qu'il est en son pouvoir d'atteindre n'importe quel but, qu'il est capable de conquérir la nature, comme il le prétend, qu'il est capable de faire sa vie, etc. De fait, il est naturellement incapable de rien faire, parce qu'il n'a aucun contrôle, non seulement sur les choses qui sont en dehors de lui, mais sur ce qui est en lui-même. Cette dernière idée doit être clairement comprise et bien assimilée. En même temps, il faut comprendre que le contrôle des choses extérieures commence par le contrôle de ce qui est en nous, par le contrôle de nous-mêmes. Un homme qui ne peut pas se contrôler, c'est-à-dire qui ne peut pas contrôler ce qui se passe en lui, ne peut rien contrôler. Par quelle méthode un contrôle peut-il être obtenu ? La partie technique de cette méthode peut être expliquée par la loi d'octave. Les octaves peuvent se développer d'une manière conséquente et continue dans la direction désirée si les chocs additionnels interviennent au moment nécessaire, c'est-à-dire lorsque se produit un ralentissement des vibrations. Si les chocs additionnels n'interviennent pas au moment voulu, les octaves changent de direction. Or, il n'est pas question naturellement d'espérer que des chocs additionnels viendront d'eux-mêmes de l'extérieur au moment voulu. Il reste donc à l'homme le choix suivant. Ou bien trouver à ses activités une direction qui corresponde à la ligne mécanique des événements du moment, en d'autres termes, aller où le vent souffle, nager avec le courant, même si cela contredit ses propres inclinations, ses convictions, ses sympathies. Ou bien se résigner à l'idée de l'échec de tout ce qu'il entreprend. Mais il y a une autre solution. L'homme peut apprendre à reconnaître les moments des intervalles dans toutes les lignes de son activité et à créer les chocs additionnels. En d'autres termes, il peut apprendre à appliquer à ses propres activités la méthode dont les forces cosmiques font usage lorsqu'elles créent des chocs additionnels, toutes les fois qu'ils sont nécessaires. La possibilité des chocs additionnels artificiels, c'est-à-dire spécialement créés, donne un sens pratique à l'étude de la loi d'octave et rend cette étude obligatoire et nécessaire à l'homme qui veut sortir du rôle de spectateur passif de ce qui lui arrive et de ce qui se passe autour de lui. L'homme-machine ne peut rien faire. Pour lui, comme autour de lui, tout arrive. Pour faire, il est nécessaire de connaître la loi d'octave, de connaître les moments des intervalles et d'être capable de créer les chocs additionnels nécessaires. On ne peut apprendre cela que dans une école, c'est-à-dire dans une école organisée sur des bases justes, selon toutes les traditions ésotériques. Sans l'aide d'une école, un homme ne peut jamais comprendre par lui-même la loi d'octave, la place des intervalles et l'ordre dans lequel les chocs doivent être créés. Il ne peut pas le comprendre parce que certaines conditions sont indispensables pour parvenir à cette compréhension, et ces conditions ne peuvent être créées que dans une école créée elle-même sur ses principes. Il sera par la suite dûment expliqué comment une école peut être créée sur les principes de la loi d'octave. Et cela vous expliquera un des aspects des rapports de la loi de 7 à la loi de 3. En attendant, on peut dire que dans l'enseignement d'école, il est donné à l'homme, d'une part, des exemples des octaves cosmiques descendantes, créatrices, et d'autre part des exemples des octaves ascendantes, évolutives. La pensée occidentale, qui ne sait rien ni des octaves ni de la loi de 3,
confond les lignes ascendantes et descendantes et ne comprend pas que la ligne d'évolution s'oppose à la ligne de création, c'est-à-dire qu'elle va contre elle, à rebours du courant. En étudiant la loi d'octave, on doit se rappeler que, pour définir les relations des octaves entre elles, on les divise en fondamentales et subordonnées. L'octave fondamentale peut être comparée au tronc d'un arbre, dont les branches seraient les octaves subordonnées. Les 7 notes fondamentales de l'octave et les 2 intervalles porteurs de nouvelles directions donnent les 9 anneaux d'une chaîne, 3 groupes de 3 anneaux chacun. Les octaves fondamentales sont reliées d'une manière déterminée aux octaves secondaires ou subordonnées. Des octaves secondaires du premier ordre sortent les octaves secondaires du second ordre, etc. La structure des octaves peut être comparée à la structure d'un arbre. Du tronc fondamental sortent de tous côtés des branches qui se divisent à leur tour en rameaux, qui deviennent de plus en plus petits et finalement se couvrent de feuilles. Le même processus a lieu dans les feuilles pour la formation des veines, des dentelures, etc. Comme toute chose dans la nature, le corps humain qui représente un certain tout comporte, à l'intérieur comme à l'extérieur, les mêmes corrélations. D'après le nombre de notes de l'octave et ses intervalles, le corps humain a 9 mesures de base exprimées par des nombres définis. Chez les individus, il va de soi que ces nombres diffèrent grandement, mais en de certaines limites. Ces 9 mesures de base, donnant une octave entière du premier ordre, en se combinant d'une manière spéciale, passent à un ordre d'octaves subordonnées qui donne naissance à leur tour à d'autres octaves subordonnées, etc. De cette manière, il est possible d'obtenir la mesure de n'importe quelle partie ou de n'importe quel membre du corps humain, étant donné qu'ils sont tous dans une relation définie les uns par rapport aux autres. La loi d'octave donna lieu naturellement à de nombreuses conversations dans notre groupe et nous rendit perplexes. Gurdjieff ne cessa de nous mettre en garde contre un excès de théorie. « Vous devez comprendre et sentir cette loi en vous-même, disait-il, et après cela seulement, vous la verrez en dehors de vous. » C'était évident, mais la difficulté n'était pas seulement là. Une simple compréhension technique de la loi d'octave demande elle-même beaucoup de temps, et nous y revenions toujours, tantôt à la suite de découvertes inattendues, tantôt parce que nous venions de perdre encore une fois ce qui nous avait paru déjà bien établi. Il m'est difficile aujourd'hui de retrouver les idées qui, à telle ou telle période, furent le pivot de notre travail, celles qui attirèrent le plus notre attention, qui donnèrent lieu au plus grand nombre de conversations. Mais l'idée de la loi d'octave devint en quelque sorte leur centre de gravité permanent. Nous en discutions les aspects variés à chaque réunion. Nous en vînmes graduellement à considérer toutes les choses de ce point de vue. Au cours du premier exposé qu'il fit de cette idée, Gurdjieff n'en avait donné que les lignes générales. Il y revint toujours pour en souligner les divers aspects. À l'une des réunions suivantes, il fit ressortir d'une manière très intéressante une autre signification de la loi d'octave qui avait une portée profonde. Pour mieux comprendre le sens de la loi d'octave, il faut avoir une idée claire d'une autre propriété des vibrations, celle de se diviser en vibrations intérieures. En effet, dans toutes les vibrations se produisent d'autres vibrations, et chaque octave peut être résolue en un grand nombre d'octaves intérieures. Chaque note de n'importe quelle octave peut être considérée comme une octave entière sur un autre plan. Chaque note de ces octaves intérieures contient à son tour une octave entière, et ainsi de suite, un très grand nombre de fois, mais pas à l'infini, parce qu'il y a une limite au développement des octaves intérieures. Ces vibrations intérieures qui ont lieu simultanément dans des milieux de densité différentes s'interpénètrent, se reflètent et s'engendrent réciproquement, s'entraînant, s'arrêtant ou se modifiant les unes les autres. Représentons-nous des vibrations dans une substance ou un milieu de densité définie. Supposons que cette substance ou ce milieu soit formé d'atomes relativement grossiers du monde 48 et que chacun d'eux soit pour ainsi dire une agglomération de 48 atomes primordiaux. Les vibrations qui se produisent dans ce milieu sont divisibles en octaves et les octaves sont divisibles en notes. Supposons que nous ayons choisi une octave de ces vibrations dans le but de faire certaines recherches. Nous devons nous rendre compte que dans les limites de cette octave s'effectuent des vibrations d'une substance encore plus fine. La substance du monde 48 est saturée de la substance du monde 24. Les vibrations de la substance du monde 24 sont dans une relation définie avec les vibrations de la substance du monde 48. Pour être plus précis,
Dans les vibrations de la substance du monde 48, chaque note contient une octave entière de la substance du monde 24. Telles sont les octaves intérieures. La substance du monde 24 est à son tour pénétrée par la substance du monde 12. Cette substance, elle aussi, est animée de vibrations et chacune des notes de l'octave de vibration du monde 24 contient une octave entière de vibration du monde 12. La substance du monde 12 est pénétrée par la substance du monde 6. La substance du monde 6 est pénétrée par la substance du monde 3. La substance du monde 3 est pénétrée par la substance du monde 1. Dans chacun de ces mondes existent des vibrations correspondantes et l'ordre reste toujours le même. C'est-à-dire que chaque note de l'octave de vibration d'une substance plus grossière contient une octave entière de vibration d'une substance plus fine. Si nous commençons par les vibrations du monde 48, nous pouvons dire qu'une note de l'octave de vibration de ce monde contient une octave de 7 notes des vibrations du monde planétaire. Chaque note de l'octave de vibration du monde planétaire contient 7 notes de l'octave de vibration du monde du Soleil. Chaque note de l'octave de vibration du monde du Soleil contiendra 7 notes de l'octave de vibration du monde stellaire, etc. L'étude des octaves intérieures, l'étude de leur relation aux octaves extérieures et l'influence possible des premières sur les secondes constituent une partie très importante de l'étude du monde et de l'homme. Une autre fois, Gurdjieff répéta et développa ce qu'il avait dit sur le rayon de création. Le rayon de création, comme tout autre processus au moment de son achèvement, peut être regardé comme une octave. Ce sera une octave descendante dans laquelle le Do passe au Si, le Si passe au La, et ainsi de suite. L'absolu ou le tout, monde 1, sera Do. Tous les mondes, monde 3, seront Si. Tous les soleils, monde 6, seront La. Notre soleil, monde 12, sera Sol. Toutes les planètes, monde 24, seront Fa. La Terre, monde 48, sera Mi. La Lune, enfin, monde 96, sera Ré. Le rayon de création commence à l'absolu. L'absolu est tout. Il est Do. Le rayon de création se termine à la Lune. Au-delà de la Lune, il n'y a rien. Cela aussi est l'absolu. Do. En examinant le rayon de création ou l'octave cosmique, nous voyons qu'il y aura des intervalles dans le développement de cette octave. Le premier, entre Do et Si, c'est-à-dire entre le monde 1 et le monde 3, entre l'absolu et tous les mondes, et le second entre Fa et Mi, c'est-à-dire entre le monde 24 et le monde 48, entre toutes les planètes et la Terre. Mais le premier intervalle est rempli par la volonté de l'absolu. Une des manifestations de la volonté de l'absolu consiste précisément à remplir cet intervalle par l'apparition consciente de la force neutralisante qui comble l'intervalle entre la force active et la force passive. Au second intervalle, la situation est plus complexe. Quelque chose manque entre les planètes et la Terre. Les influences planétaires ne peuvent pas passer à la Terre pleinement et immédiatement. Un choc additionnel est indispensable. Il faut la création de quelques conditions nouvelles pour assurer un passage adéquat des forces. Les conditions permettant d'assurer le passage des forces sont créées par l'établissement d'un dispositif mécanique spécial entre les planètes et la Terre. Ce dispositif spécial, cette station transmettrice de force, est la vie organique sur la Terre. La vie organique sur la Terre a été créée pour combler l'intervalle entre les planètes et la Terre. La vie organique représente, pour ainsi dire, l'organe de perception de la Terre. La vie organique forme une sorte de pellicule sensible couvrant tout le globe terrestre et recevant les influences de la sphère planétaire, lesquelles autrement ne pourraient pas l'atteindre. Les règnes animal, végétal et humain sont d'égale importance pour la Terre à cet égard. Une simple prairie absorbe les influences planétaires d'une certaine sorte et les transmet à la Terre. La même prairie couverte de monde absorbera et transmettra d'autres influences. La population de l'Europe absorbe certaines influences planétaires et les transmet à la Terre. La population de l'Afrique absorbe d'autres influences planétaires et ainsi de suite. Tous les grands événements de la vie des masses humaines sont causés par les influences planétaires. Ils sont le résultat de leur absorption. La société humaine est une masse très sensible à la réception des influences planétaires, et n'importe quelle petite tension accidentelle dans les sphères planétaires peut se répercuter pendant des années avec une animation croissante dans un domaine quelconque de l'activité humaine.
Un accident temporaire se produit dans l'espace planétaire. Il est immédiatement ressenti par les masses humaines et les hommes se mettent à se haïr et à s'entretuer, justifiant leur action par quelques théories de fraternité, d'égalité, d'amour ou de justice. La vie organique est l'organe de perception de la Terre et en même temps elle est un organe de radiation. Grâce à la vie organique, toute partie de la surface terrestre émet à chaque instant des rayons d'une certaine espèce dans la direction du Soleil, des planètes et de la Lune. De ce point de vue, le Soleil a besoin d'une certaine sorte de radiation, les planètes d'une autre sorte, et la Lune d'une autre encore. Tout ce qui arrive sur la Terre crée des radiations de ce genre, et bien des choses arrivent souvent pour la seule raison que de certaines parties de la surface de la Terre, certaines espèces de radiations sont requises. Par ailleurs, Gurdjieff attira particulièrement notre attention sur la non-conformité du temps ou de la durée des événements dans le monde planétaire et dans la vie humaine. La raison de son insistance sur ce point ne me devint claire que plus tard. En même temps, il soulignait constamment le fait que tout événement, quel qu'il soit, se produisant dans la mince pellicule de la vie organique, servait toujours les intérêts de la Terre, du Soleil, des planètes et de la Lune. Rien d'inutile ni d'indépendant ne pouvait se produire en elle, parce qu'elle avait été créée pour un but déterminé et qu'elle y demeurait soumise. Un jour, développant ce thème, il nous donna un diagramme de la structure des octaves, dans lequel l'un des chaînons était la vie organique sur la Terre. Cette octave supplémentaire ou latérale dans le rayon de création commence au Soleil, dit-il. Le Soleil, qui est le sol de l'octave cosmique, résonne à un certain moment comme Do. Il est nécessaire de se rendre compte que chaque note de n'importe quelle octave, dans notre cas chaque note de l'octave cosmique, peut représenter le Do d'une octave latérale issue de la première. Il serait encore plus exact de dire que n'importe quelle note de toute octave peut être en même temps n'importe quelle note de toute autre octave qui la traverse. Dans le cas présent, Sol commence à résonner comme Do. En descendant au niveau des planètes, cette nouvelle octave passe au Si. Descendant encore plus bas, elle donne 3 notes, La, Sol, Fa, qui crée et constitue la vie organique sur la Terre dans la forme sous laquelle nous la connaissons. Le Mi de cette octave fusionne avec le Mi de l'octave cosmique, c'est-à-dire avec la Terre, et le Ré avec le Ré de l'octave cosmique, c'est-à-dire avec la Lune. Nous sentîmes tout de suite que cette octave latérale avait une grande signification. Tout d'abord, cela montrait que la vie organique représentée dans le diagramme par 3 notes comportait 2 notes supérieures, l'une sur le niveau des planètes et l'autre sur le niveau du Soleil, et qu'elle commençait à partir du Soleil. C'était là le point le plus important parce qu'une fois de plus, cela contredisait cette idée moderne courante que la vie tire son origine d'en bas. D'après les explications de Gurdjieff, la vie venait d'en haut. Il y eut ensuite de nombreux entretiens sur les notes Mi, Ré de l'octave latérale. Bien entendu, nous ne pouvions pas définir ce qu'était Ré, mais ce Ré était nettement lié à l'idée de nourriture pour la Lune. Certains produits de désintégration de la vie organique vont à la Lune, cela doit être le Ré. En ce qui concerne le Mi, on pouvait en parler avec précision. La vie organique disparaissait sans aucun doute dans la Terre. Le rôle de la vie organique dans la structure de la surface de la Terre était indiscutable. Il y avait la croissance des îles de coraux et des montagnes calcaires, la formation des gisements de charbon et des nappes pétrolifères, les altérations du sol sous l'influence de la végétation, la croissance de la végétation dans les lacs, la formation d'un humus très riche grâce aux vers de terre, le changement des climats dû au drainage des marais et à la destruction des forêts, et quantité d'autres choses connues et inconnues. De plus, l'octave latérale montrait avec clarté combien facilement et correctement tout venait se ranger dans le système que nous étions en train d'étudier. Tout ce qui semblait anormal, inattendu et accidentel disparaissait. Un immense plan de l'univers, très rigoureusement pensé, commençait à apparaître. Chapitre 8. À l'une des réunions suivantes, Gurdjieff revint sur la question de la conscience. Les fonctions psychiques et les fonctions physiques, dit-il, ne peuvent pas être comprises tant que l'on n'a pas saisi qu'elles peuvent travailler les unes contre les autres en des états de conscience différents. Il y a 4 états de conscience possibles pour l'homme. Il mit l'accent sur le mot « homme ». Mais l'homme ordinaire, en d'autres termes l'homme numéro 1, numéro 2 ou 3, ne vit que dans les 2 états de conscience les plus bas. Les 2 états de conscience supérieurs lui sont inaccessibles, et bien qu'il puisse en avoir connaissance par éclair, il est incapable de les comprendre, et il les juge du point de vue de ces 2 états de conscience inférieurs qui lui sont habituels. Le premier,
le sommeil, est l'état passif dans lequel les hommes passent un tiers et même souvent la moitié de leur vie. Et le second, où ils passent l'autre moitié de leur vie, est cet état dans lequel ils circulent par les rues, écrivent des livres, s'entretiennent de sujets sublimes, font de la politique, s'entretuent. C'est un état qu'ils considèrent comme actif et appellent conscience lucide, ou état de veille de la conscience. Ces expressions de conscience lucide ou d'état de veille de la conscience semblent avoir été données par dérision, surtout si l'on se rend compte de ce que devrait être une conscience lucide, et ce qu'est en réalité cet état dans lequel l'homme vit et agit. Le troisième état de conscience est le rappel de soi, ou conscience de soi, conscience de son être propre. Il est habituellement admis que nous avons cet état de conscience, que nous pouvons l'avoir à volonté. Notre science et notre philosophie n'ont pas vu que nous ne possédons pas cet état de conscience et que notre désir seul est incapable de le créer en nous-mêmes, si nette que soit notre décision. Le quatrième état de conscience est la conscience objective. Dans cet état, l'homme peut voir les choses comme elles sont. Parfois, dans ces états inférieurs de conscience, il peut avoir des éclairs de cette conscience supérieure. Les religions de tous les peuples contiennent des témoignages sur la possibilité d'un tel état de conscience qu'elles qualifient d'illumination ou de divers autres noms et disent indescriptible. Mais la seule voie correcte vers la conscience objective passe par le développement de la conscience de soi. Un homme ordinaire, artificiellement amené à un état de conscience objective et ramené ensuite à son état habituel, ne se souviendra de rien et pensera simplement qu'il a perdu connaissance pendant un certain temps. Mais dans l'état de conscience de soi, l'homme peut avoir des éclairs de conscience objective et en garder le souvenir. Le quatrième état de conscience représente un état tout à fait différent du précédent. Il est le résultat d'une croissance intérieure et d'un long et difficile travail sur soi. Cependant, le troisième état de conscience constitue le droit naturel de l'homme tel qu'il est, et si l'homme ne le possède pas, c'est uniquement parce que ses conditions de vie sont anormales. Sans exagération aucune, on peut dire qu'à l'époque actuelle, le troisième état de conscience n'apparaît en l'homme que par de très brefs et très rares éclairs, et qu'il est impossible de le rendre plus ou moins permanent sans un entraînement spécial. Pour la grande majorité des gens, même cultivés et pensants, le principal obstacle sur la voie de l'acquisition de la conscience de soi, c'est qu'ils croient la posséder. En d'autres termes, ils sont tout à fait convaincus d'avoir déjà conscience d'eux-mêmes et de posséder tout ce qui accompagne cet état. Individualité dans le sens d'un moi permanent et immuable, la volonté, la capacité de faire, et ainsi de suite. Or, il est bien évident qu'un homme ne verra pas l'intérêt d'acquérir par un long et difficile travail une chose que, dans son opinion, il possède déjà. Au contraire, si vous le lui dites, il pensera soit que vous êtes fou, soit que vous tentez d'exploiter sa crédulité pour votre profit personnel. Les deux états de conscience supérieure, la conscience de soi et la conscience objective, sont liés au fonctionnement des centres supérieurs de l'homme. Car en plus des centres dont nous avons déjà parlé, il en existe encore deux, le centre émotionnel supérieur et le centre intellectuel supérieur. Ces centres sont en nous. Ils sont pleinement développés et travaillent tout le temps, mais leur travail ne parvient jamais jusqu'à notre conscience ordinaire. La raison doit en être recherchée dans les propriétés spéciales de notre prétendue conscience lucide. Pour comprendre la différence entre les états de conscience, il nous faut revenir sur le premier, qui est le sommeil. C'est un état de conscience entièrement subjectif. L'homme y est englouti dans ses rêves, peu importe qu'il en garde ou non le souvenir. Même si quelques impressions réelles atteignent le dormeur, telles que son, voix, chaleur, froid, sensation de son propre corps, elles n'éveillent en lui que des images subjectives fantastiques. Puis, l'homme s'éveille. À première vue, c'est un état de conscience tout à fait différent. Il peut se mouvoir, parler avec d'autres personnes, faire des projets, voir des dangers, les éviter, et ainsi de suite. Il paraît raisonnable de penser qu'il se trouve dans une meilleure situation que lorsqu'il était endormi. Mais si nous voyons les choses un peu plus à fond, si nous jetons un regard sur notre monde intérieur, sur ses pensées, sur les causes de ses actions, nous comprendrons qu'il est presque dans le même état que lorsqu'il dormait. C'est même pire, parce que dans le sommeil, il est passif, ce qui veut dire qu'il ne peut rien faire. Dans l'état de veille, au contraire,
Il peut agir tout le temps et les résultats de ses actions se répercuteront sur lui et sur son entourage. Et cependant, il ne se souvient pas de lui-même. Il est une machine. Tout lui arrive. Il ne peut pas arrêter le flot de ses pensées. Il ne peut pas contrôler son imagination, ses émotions, son attention. Il vit dans un monde subjectif de « j'aime »,« je n'aime pas »,« cela me plaît »,« cela ne me plaît pas »,« j'ai envie »,« je n'ai pas envie », c'est-à-dire un monde fait de ce qu'il croit aimer ou ne pas aimer, désirer ou ne pas désirer. Il ne voit pas le monde réel. Le monde réel lui est caché par le mur de son imagination. Il vit dans le sommeil. Il dort. Et ce qu'il appelle sa conscience lucide n'est que sommeil, et un sommeil beaucoup plus dangereux que son sommeil de la nuit dans son lit. Considérons quelques événements de la vie de l'humanité. Par exemple, la guerre. Il y a la guerre en ce moment. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que plusieurs millions d'endormis s'efforcent de détruire plusieurs millions d'autres endormis. Ils s'y refuseraient naturellement s'ils s'éveillaient. Tout ce qui se passe actuellement est dû à ce sommeil. Ces deux états de conscience, sommeil et état de veille, sont aussi subjectifs l'un que l'autre. Ce n'est qu'en commençant à se rappeler lui-même que l'homme peut réellement s'éveiller. Autour de lui, toute la vie prend alors un aspect et un sens différents. Il la voit comme une vie de gens endormis, une vie de sommeil. Tout ce que les gens disent, tout ce qu'ils font, ils le disent et le font dans le sommeil. Rien de cela ne peut donc avoir la moindre valeur. Seul le réveil, et ce qui mène au réveil, a une valeur réelle. Combien de fois m'avez-vous demandé s'il ne serait pas possible d'arrêter les guerres ? Certainement, ce serait possible. Il suffirait que les gens s'éveillent. Cela semble bien peu de choses. Rien au contraire ne saurait être plus difficile, parce que le sommeil est amené et maintenu par toute la vie ambiante, par toutes les conditions de l'ambiance. Comment s'éveiller ? Comment échapper à ce sommeil ? Ces questions sont les plus importantes, les plus vitales qu'un homme ait à se poser. Mais, avant de se les poser, il devra se convaincre du fait même de son sommeil. Et il ne lui sera possible de s'en convaincre qu'en essayant de s'éveiller. Lorsqu'il aura compris qu'il ne se souvient pas de lui-même et que le rappel de soi signifie un éveil, jusqu'à un certain point, et lorsqu'il aura vu par expérience combien il est difficile de se rappeler soi-même, alors il comprendra qu'il ne suffit pas, pour s'éveiller, d'en avoir le désir. Plus rigoureusement, nous dirons qu'un homme ne peut pas s'éveiller par lui-même. Mais si 20 hommes conviennent que le premier d'entre eux qui s'éveillera éveillera les autres, ils ont déjà une chance. Cependant, cela même est insuffisant parce que ces 20 hommes peuvent aller dormir en même temps et rêver qu'ils s'éveillent. Ce n'est donc pas assez. Il faut plus encore. Ces 20 hommes doivent être surveillés par un homme qui n'est pas lui-même endormi ou qui ne s'endort pas aussi facilement que les autres, ou qui va consciemment dormir lorsque cela est possible, lorsqu'il n'en peut résulter aucun mal, ni pour lui ni pour les autres. Ils doivent trouver un tel homme et l'embaucher pour qu'il les éveille et ne leur permette plus de retomber dans le sommeil. Sans cela, il est impossible de s'éveiller. C'est ce qu'il faut comprendre. Il est possible de penser pendant 1 millier d'années. Il est possible d'écrire des bibliothèques entières, d'inventer des théories par millions, et tout cela dans le sommeil, sans aucune possibilité d'éveil. Au contraire, ces théories et ces livres écrits ou fabriqués par des endormis auront simplement pour effet d'entraîner d'autres hommes dans le sommeil, et ainsi de suite. Il n'y a rien de nouveau dans l'idée de sommeil. Presque depuis la création du monde, il a été dit aux hommes qu'ils étaient endormis et qu'ils devaient s'éveiller. Combien de fois lisons-nous, par exemple, dans les évangiles ? « Éveillez-vous, veillez, ne dormez pas ». Les disciples du Christ, même dans le jardin de Gethsémani, tandis que leur maître priait pour la dernière fois, dormaient. Cela dit tout. Mais les hommes le comprennent-ils ? Ils prennent cela pour une figure de rhétorique, une métaphore. Ils ne voient pas du tout que cela doit être pris à la lettre. Et ici encore, il est facile de comprendre pourquoi. Il leur faudrait s'éveiller un peu, ou tenter à tout le moins de s'éveiller. Sérieusement, il m'a souvent été demandé pourquoi les évangiles ne parlent jamais de sommeil. Il en est question à toutes les pages. Cela montre simplement que les gens lisent les évangiles en dormant. Tant qu'un homme est dans un sommeil profond, entièrement submergé par ses rêves,
il ne peut même pas penser qu'il est endormi. S'il pouvait penser qu'il est endormi, il s'éveillerait. Et ainsi vont les choses, sans que les hommes aient la moindre idée de tout ce qu'ils perdent à cause de leur sommeil. Comme je l'ai déjà dit, l'homme, tel qu'il est, tel que la nature l'a créé, peut devenir un être conscient de soi. Créé à cette fin, il naît à cette fin. Mais il naît parmi des endormis, et naturellement il tombe à son tour dans un profond sommeil, juste au moment où il devrait commencer à prendre conscience de lui-même. Ici, toutes les choses jouent leur rôle. L'imitation involontaire des adultes par l'enfant, leur suggestion volontaire ou involontaire, et leur soi-disant éducation. Toute tentative d'éveil de la part de l'enfant est aussitôt brisée, fatalement. Et combien d'efforts plus tard pour s'éveiller ? De quelle aide n'aura-t-on pas besoin lorsque des milliers d'habitudes qui poussent au sommeil auront été accumulées ? On s'en délivre très rarement. Et dès son enfance même, l'homme a déjà perdu dans la plupart des cas la possibilité de s'éveiller. Il vit toute sa vie dans le sommeil et il meurt dans le sommeil. De plus, bien des gens meurent longtemps avant leur mort physique, mais le moment n'est pas encore venu d'en parler ici. Maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai déjà dit. Un homme pleinement développé, ce que j'appelle un homme au sens fort de ce mot, devrait posséder 4 états de conscience. Les hommes ordinaires, c'est-à-dire les hommes numéros 1, 2 et 3, ne vivent que dans 2 états de conscience. Ils connaissent, ou du moins peuvent connaître, l'existence du 4e état. Tous ces états mystiques et autres sont mal définis. Cependant, lorsqu'il ne s'agit pas de fraude ni de simulacre, ce sont là des éclairs de ce que nous appelons un état de conscience objective. Mais l'homme ne sait rien du 3e état de conscience et il ne le soupçonne même pas. Il est même impossible qu'il puisse le soupçonner parce que si vous le lui expliquez, si vous lui dites en quoi il consiste, il vous dira que tel est son état habituel. Ne se considère-t-il pas lui-même comme un être conscient qui gouverne sa propre vie ? Les faits le contredisent, mais il les regarde comme accidentels ou momentanés, destinés à s'arranger d'eux-mêmes. S'imaginant ainsi qu'il possède la conscience de soi, en quelque sorte par droit de naissance, il ne lui viendra pas à l'esprit de tenter de l'approcher ou de l'obtenir. Et cependant, en l'absence de la conscience de soi ou du 3e état de conscience, le 4e est impossible, si ce n'est par éclair. Or, la connaissance, cette vraie connaissance objective, que les hommes, à les entendre, s'efforceraient de conquérir, n'est possible que dans le 4e état de conscience.